Hello, hello, bonjour Quentin, Salut, salut tout le monde, salut Julien. comment ça va? Ça va très bien et toi? Impeccable, impeccable. Donc, écoute, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à DigiDop, ton agence, d'avoir accepté l'invitation. Donc, peut-être en quelques mots pour te présenter, Quentin. Donc, tu es product designer chez DigiDop. Tu as aussi un site ou un projet perso qui est des endroits en fait pour bosser sur Bordeaux. Donc je dois avoir l'URL, je mettrai ça en description de l'enregistrement pour ceux qui habitent à Bordeaux, qui cherchent des endroits cool, genre des hôtels de luxe. On en parlait juste avant, en fait, le début du Twitch. Donc des endroits cool sur Bordeaux, vous aurez le lien et vous pourrez voir un peu où bosser sur Bordeaux. Et j'ai cru comprendre que tu allais lancer une nouvelle ville, Quentin, c'est vrai? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je vais pas l'annoncer tout de suite, on est en train de préparer quelque chose et tout ça, mais Ah, ouais. Pour l'instant, c'est voilà. uniquement sur Bordeaux, on va lancer une deuxième ville bientôt. D'accord. Bon, j'ai fait un spoiler. Donc, restez attentifs, connectez-vous sur le site et vous verrez ça. Voilà. Donc, pour représenter rapidement DigiDop. Donc, moi, j'avais retenu DigiDop parce que j'ai vu pas mal de choses se passer sur DigiDop. Donc, agence Webflow. Vous avez récemment eu 2 awards Webflow. Et puis, vous avez énormément de réseaux sociaux, beaucoup de publications pour savoir comment utiliser Webflow, pour savoir beaucoup de choses. Donc, avec YouTube, etc. Tu peux nous en dire peut-être un mot, Quentin, peut-être des awards ou de l'agence? Ouais. Alors donc déjà, donc on est une agence Webflow, donc spécialisée sur Webflow. On fait de la création et refonte de sites web, donc pour toutes sortes d'entreprises. Donc on va les accompagner de la partie branding, en passant par le maquettage UX/UI, pardon, le développement Webflow, la formation et ensuite l'accompagnement sur le long terme. Donc on a accompagné plus d'une centaine de clients et on est reconnu à l'international, notamment grâce aux awards Webflow qu'on a gagnés donc 2 années de suite, donc sur 2 thèmes différents, donc Professional Partner of the Year et cette année Community Leader. Ok, cool, belle félicitations. Je pense que c'est une belle récompense dans l'univers
dans l'univers du web, quoi, de la création de sites web Ouais, ouais. globalement, et en particulier avec Webflow. Voilà, donc là, on est sur une émission qui s'appelle Punk. Right? Donc, Punk, c'est pour Product Management, UX et No Code. Donc, on va parler de ça dans le cadre de l'activité en fait de Digidop, en particulier la partie UX, UI et No Code. L'objectif pour aujourd'hui, c'est de parler un petit peu déjà cadrer un petit peu par rapport à votre contexte, hein, de comment ça s'applique par rapport au contexte, par rapport à vos clients, par rapport au type de projet que vous faites. Donc, on va parler de ça, on va parler de votre méthodologie, votre process. Donc, voilà, du début à la fin avec le client, comment on conçoit, quelle est la méthodologie, quel est le process pour réaliser un site web avec Webflow. On va parler bien sûr des outils, sachant que Webflow, c'est relativement récent, Webflow de toute façon, enfin ça a quelques années, hein, voilà. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'impact avec l'intelligence artificielle et d'autres outils. Voilà, on va voir comment, en fait, comment vous faites pour pas bosser, quoi, en gros, quoi. Donc ça, c'est cool avec l'intelligence artificielle. Et puis aussi des conseils derrière, des choses à faire, peut-être à pas faire en termes du X et du Y. Et tout ça, peut-être en se basant dans la mesure du possible sur quelques exemples. Donc voilà, donc c'est le programme de Punk pour aujourd'hui. Alors rapidement en aparté, je voulais faire ma petite aparté quand même sur le design. On est Punk, donc voilà, j'ai mis une petite image derrière pour changer un petit peu là, pour l'émission. Donc il y a un peu punk, moderne, tout ça quoi. Voilà. Donc j'aime bien. J'ai mis le logo et comme je disais à Quentin, là, j'ai même remarqué que le logo de Capamoon, hein, donc moi rapidement oui, donc c'est une agence hein, qui s'appelle Capamoon, capamoon.com. Donc si vous avez besoin d'être accompagné sur des projets, des applications métiers, des automatisations, évidemment n'hésitez pas à nous appeler. Mais voilà, donc il y a le logo Capamoon et je remarquais que le jaune en fait du logo Capamoon dans le design en fait c'est le jaune la couleur de mes lunettes quoi. Je sais pas si vous voyez un petit peu le jaune. Donc voilà, donc je crois que j'ai poussé le vice du design jusqu'à là. Tu valides Quentin? C'est Ouais, bien ouais, ou pas? franchement, c'est très fort. Voilà. Bonne pratique, non? Branding jusqu'aux lunettes. Voilà, alors il y a un chat au passage pour ceux qui sont connectés. Si vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas à les poser. On va essayer de les prendre au fur et à mesure, hein, dans la mesure du possible. Donc c'est aussi une émission interactive. Donc si vous avez des questions, vous voulez savoir quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre. Ok, donc on va commencer et les premières questions que je voulais te poser, Quentin, c'est en fait sur quel type de projet vous travaillez, quels sont pour qui aussi, quels sont votre target, quels sont votre type de clients, votre persona. Voilà, on va peut-être commencer par ça. Est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un peu plus? Ouais, bah, alors du coup, comme je disais tout à l'heure, on fait de la création et refonte de sites web, donc sur mesure, pour plutôt des grosses entreprises. Donc on les aide à améliorer leur image de marque, à optimiser la conversion de leur site et à performer en SEO. Et donc notre cible, en fait, on s'adresse principalement aux équipes marketing et IT de ces grosses entreprises. D'accord. Est-ce que c'est particulier de travailler avec eux? Enfin, comment ça se passe, le travail avec ce type d'équipe? Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que tu as beaucoup d'interactions avec eux? Comment ça se Ouais. passe un petit peu? Ouais, ouais, on travaille vraiment main dans la main. En fait, on aime bien Mhm. utiliser le mot de co-création, puisqu'on fait vraiment des rendez-vous très régulièrement. Le but, c'est d'avoir le plus d'échanges possible, avec le client pour, toujours être sûr de partir dans la bonne direction, avoir le plus de retours possible et on apprend vraiment à les connaître, à connaître leur business. Donc on travaille Mhm. vraiment main dans la main, quoi. D'accord, super. Ouais, je pense que c'est évidemment quelque chose d'important et c'est des fois quelque chose qu'on sous-estime parce qu'on veut réaliser les projets, etc. Mais je pense que cette connexion, cette communication avec les clients, évidemment, c'est primordial pour délivrer, Mmh mh. pour être en phase, quoi. Ouais. Ok. Dans votre agence, quels sont un peu les rôles en général, on va dire, dans votre agence, et quel est le rôle du product designer? Alors, on a 3 grands rôles, donc project manager, product designer ou UX/UI designer et développeur. Moi, en tant que designer, donc mon rôle, c'est de créer des sites donc qui répondent aux enjeux des clients. Donc on va voir juste après, un petit peu comment on fait pour comprendre ces enjeux et donc à la fois qui répondent à ces enjeux-là et ensuite qui proposent une expérience agréable et fluide à l'utilisateur.
Donc, c'est Mhm, vraiment le mhm. but, c'est de lier ces 2 choses-là. Donc en fait, de passer de l'étape, stratégie et réflexion au concret. Donc avec, vraiment une maquette concrète, un site concret. Ok, ok. Donc c'est cool. On va voir un peu comment ça s'applique hein, concrètement, un peu comment vous pratiquez, comment vous arrivez à obtenir ce résultat. Peut-être rapidement, est-ce que parce que là, toi, tu pratiques donc le design hein, dans le cadre de projets de site web. Euh, Est-ce que tu connais un peu ou tu vois des différences par rapport à d'autres pratiques du design là. Parce que c'est sans doute pas pareil de faire du design pour une application, un site web, que par exemple pour une application business, une Mmh. application métier. Voilà, ce type de choses. Comment tu vois un petit peu le positionnement ou les différences? Bah, pour moi, la grosse différence, c'est qu'on s'adresse pas aux mêmes utilisateurs. Un Mhm. site web, donc il doit être accessible, à tous, plutôt au grand public. On va s'adresser à des clients potentiels, alors qu'une application métier, on va plus s'adresser à des employés ou à des experts qui ont des besoins précis. Voilà. Donc pour un site, Mhm. on va plus être orienté vers la découverte, la recherche d'informations et la conversion. Alors que pour une application, métier, je dirais que l'UX va mettre l'accent sur l'efficacité, la réalisation de tâches pour les pros. Donc c'est vraiment différent. Oui, tout à fait, ouais. C'est pour ça que des fois, on dit que les sites web pro, enfin, ou que, je veux dire que souvent les sites web pro, métiers, quoi, les applications métiers sont moches, quoi. Ouais, Euh, ouais, alors, je pense pas faille créer des applications moches, parce que, enfin, mon point de vue, c'est que ça doit être agréable, quoi. Je veux dire, plus l'application est sympa à mmh, utiliser, plaisante à utiliser, on va dire, mieux c'est. Mais je suis complètement d'accord avec toi que c'est avant tout l'efficacité quoi, qui est ouais. importante non, dans une application Bah, métier. sur un site web, en fait, on va plus faire de la vente, en vrai. On va essayer de Mhm. séduire l'utilisateur. Alors que sur une app, le voilà, c'est déjà acté. Maintenant, comment on va effectuer cette tâche, de la meilleure façon possible. C'est vraiment pas le même objectif. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est du marketing et quand tu dis séduire l'utilisateur sur un site web, du coup, allez, on rentre un petit peu dans les objectifs hein, de vos sites web. Et du coup, ça veut dire quoi concrètement quoi? Comment vous allez, c'est quoi que vous espérez que l'utilisateur va faire en allant sur le site web? Bah, alors C'est ça quoi dépend. les objectifs? Ça dépend Mhm. du client, ça dépend de plein de choses. Mais, Mhm. dans tous les cas, il faut lui faire passer un message. Donc ça, c'est le plus important. Donc ça passe par un UX bien rodé, une structure, une hiérarchie de l'information et ça passe aussi par un côté visuel, hein. Il faut que le site soit attractif, soit beau, que ça donne envie. Donc c'est Mhm. vraiment le cumul de à la fois l'UX, l'UI, de tout ce qu'on va voir juste après un peu dans le process, donc le copywriting et cetera. Il faut que Mhm. tout soit, dans la même direction. D'accord. Est-ce que tu auras des exemples, par exemple, avec des clients où tu as fait un exemple de projet donc pour rentrer dans le process, non? Comment commence votre process? Comment vous définissez les objectifs du site? Est-ce que tu aurais quelques exemples, par exemple, pour que ça soit un peu plus concret? Ouais, bah, alors je peux vous présenter un petit peu notre process de manière globale, chez Digidop. Puis, bah, je peux vous Mhm. montrer un exemple, si vous voulez, je peux partager mon écran peut-être? Ouais, je vais te le. Voilà. Donc voilà, donc là on arrive sur un Notion. Donc déjà pour parler également un peu outils en même temps, hein, je fais un peu un mix. Mhm. Pour chaque client, on va avoir, un Notion, donc qui va être l'outil vraiment qu'on va utiliser pour la gestion de projet. Donc là, on a l'exemple de Bisport, donc c'est un outil de gestion de studio de sport, donc réservation de créneaux, gestion des abonnements et cetera. Mhm. Ici, on a un Notion. Le client, ça va vraiment être là où il va retrouver toutes les infos utiles. Donc on retrouve, par exemple, la team avec qui il va travailler et le plus important, la timeline. Donc la timeline, c'est là où on va retrouver les différentes étapes, donc du process. Le client, Ok. il va avoir accès, donc à chaque fois, il peut cliquer sur chaque étape et avoir des informations à l'intérieur, qu'on peut lui mettre. Mhm. Il va également avoir tous les liens utiles, donc on verra un peu après, mais voilà, donc le Figma, le Webflow, le markup pour les feedbacks, et cetera. Différents types de liens. Donc c'est vraiment une sorte de hub qu'on va utiliser pour la Cool. gestion. Ensuite, donc comment ça se passe? On a un premier atelier qu'on va faire sous forme de design sprint, donc ça dure environ 2 heures et là, le but, donc on vient à 3 en général, donc le designer, le développeur et le project manager. Le but, c'est que tout le monde soit là, tous ceux qui vont bosser sur le projet et on va leur poser plein de questions pour essayer de bien comprendre leur business, leurs enjeux et cetera. Pour ça, on va utiliser, FigJam, donc je sais pas si vous connaissez, mais voilà, ça fait partie de Ouais. Figma, en gros. Mhm. Donc voilà, ça ressemble à ça. En fait, c'est vraiment juste de la prise de notes. Nous, le but, c'est de leur poser toutes les questions possibles,
que tout le monde ait bien cerné le projet, le business, les enjeux, etc. Donc, on va faire un classique, hein. Donc, on va leur demander de présenter l'entreprise, on va leur envoyer plein de questions. Ensuite, on va faire un SWOT, on va redéfinir les enjeux du projet, qui sont leurs utilisateurs, le parcours, etc. Qu'est-ce qui va sur leur site actuel, qu'est-ce qui ne va pas. Ensuite, à partir de là, nous, on va se poser en interne, on va faire une synthèse, on va digérer tout ça. Et à partir de là, on va leur faire un overflow. Donc, ce qu'on appelle un overflow, en fait, c'est tout simplement l'arborescence du site. Donc, on va leur proposer une première version d'arborescence avec un certain nombre de pages, imbriquées les unes dans les autres. Ça, on va leur présenter, on va le valider. Une fois que c'est validé, on va passer sur un autre outil qui s'appelle Relum. Donc ça, on pourra en parler, c'est assez intéressant et même impressionnant. Ils ont sorti une IA et franchement, ça marche plutôt bien. Donc, en gros, à partir de cet overflow, on va essayer de construire un prompt et Relum va directement nous sortir un sitemap, donc comme celui-là. D'accord. Donc en fait, ça nous permet de gagner du temps. On a une première version de sitemap. Ensuite, nous, évidemment, on repasse derrière, on corrige, on modifie, on adapte. Le but, c'est pas que ça fasse tout pour nous, mais ça nous fait gagner du temps. On a une première version. Ça, on va encore le rediscuter. En fait, à chaque étape, on refait le même process, on refait un call avec les clients, on représente, on revalide. Le but, c'est de toujours être sûr qu'on part dans la bonne direction. Une fois que le sitemap est validé, on va retourner sur Relum encore, et là, Relum va nous sortir un wireframe. Donc, je vais un peu vite, hein, parce que sinon, on va... Oui, n'hésitez pas après si vous avez des questions pour revenir sur certains sujets ou autres. Mais donc, à partir du sitemap, une fois qu'il est validé sur Relum, on peut sortir un wireframe. Donc, ça ressemble globalement à ça. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu le squelette du site. Donc, c'est vraiment toute la structure. Et donc, ça, pareil, hein, Relum, il va nous le générer en IA. On va repasser dessus et le présenter au client. L'intérêt du Peut-être Quentin, avant d'avancer plus avant, tu vois, alors je voulais revenir à plusieurs choses. D'une part, je n'avais pas fait attention qu'il y a plein de commentaires. Donc on a déjà plein de questions. Donc je voulais essayer de les prendre un petit peu là. Et puis après, revenir un peu à la première phase, tu vois, la phase un peu des questions, des objectifs, etc. Enfin, tu as dit plein de choses, il y a Notion, il y a énormément de choses. Alors, laisse-moi déjà prendre un peu les questions, dire bonjour Vivien, je vois que les gens sont connectés, Xavier, non, je vois que tu es là aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai des questions? Non, là, tu as Vivien et Xavier qui se parlent, qui se parlent entre eux, donc voilà. Tac, tac, tac. Il y en a qui font des siestes, je vois ça dans les commentaires. Alors, voilà. Donc, je crois que c'est des discussions entre les personnes. Pour l'instant, je ne vois pas trop de questions. Bonjour Olivier. Olivier is here. Mathieu, bonjour. Je regarde vite, hein, je scrolle un peu la liste, voir s'il y a des questions particulières par rapport à ce qui s'est dit. Toc, toc, toc. Thomas Digidop, je vois qu'il y a des gens de Digidop aussi qui sont là. Bonjour à vous. Donc Julien Airtable, bonjour Julien, ravi de te voir parmi nous. Qui dit que c'est important que ça soit efficace en effet pour les outils en interne. Donc Julien est spécialisé à Airtable, donc il fait beaucoup d'outils internes. Voilà. Tac. Pardon, hein, parce que je vois qu'il y a plein de messages. Alors, voilà, on nous dit que c'est comme le Figmax, c'est comme Whimsical, voilà, qui est un autre outil un peu de diagramming et de choses comme ça. Donc vous l'utilisez tel quel. Moi aussi, j'ai même utilisé Figma parce que finalement, ça fait le job. Et puis si tu veux, je mets d'autres trucs, le design et tout ça dans Figma. Alors, j'ai une question là de Xavier qui nous dit les clients comprennent bien l'intérêt du SWOT. Le but, c'est pas de les convaincre de l'intérêt du SWOT. En fait, ça, il faut vraiment le voir. Pour nous, c'est de la prise de notes. En fait, le client, il voit pas ça. Il a pas de partage d'écran. Juste, nous, ça nous aide à structurer nos questions. Donc, on le fait, voilà, c'est un peu au feeling. On lui pose les questions, on voit ce que le client nous dit. Le but, c'est de récolter vraiment le max d'infos possible. Donc, voilà, s'il y a une question où le client, il sait pas nous répondre ou il nous explique que, en fait, on s'adapte vraiment au client. Hein. On n'est pas trop scolaire, on s'adapte vraiment au feeling, quoi. Ouais. Alors, moi, je sais pas. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, et j'ai déjà entendu ça d'autres personnes, que parfois, tu sais, nous, on met tous ces trucs-là, là, les questions, les SWOT et tout peut-être les requirements, enfin, les besoins, lister les besoins ou analyser les process. Et tout ça, en fait, c'est des outils de travail, quelque part, des fois plus pour nous.
Parce que le client, finalement, ça l'intéresse pas trop. Parce que tu lui donnes tout ça et des fois, il va même pas le voir, il s'en fout, t'as pas de retour. Oui, c'est ça, complètement. Et, voilà. Mais je crois que le grand intérêt de ça, c'est que toi, tu arrives dans un univers que tu connais pas. Et donc, tu as besoin de te familiariser. Et puis voilà, tout ça, c'est un peu des entrées, non? Ça rentre. Et c'est ce qui va te permettre de donner une idée sur ce que tu vas devoir construire. Donc, c'est toute cette analyse et tout ça qui permet finalement à toi-même quoi, hein, de commencer à brainstormer, à designer hein, quelque part ce que tu vas, Ouais, c'est ça. faire. Quoi. En fait, ça, c'est vraiment juste une structure pour nous guider un peu sur vers quoi on veut aller, vers quoi on veut poser comme question. Mais voilà, on n'est pas obligé de s'y tenir à 100%. Le but, c'est vraiment de comprendre, de creuser un peu le client, ses besoins, etc. Donc, c'est une discussion, en fait. Ouais, ouais, c'est ce que je vois Xavier nous dit. Ouais, alors, ok. Il nous dit, oui, mais tu as dit que tu co-construisais ça avec le client. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. Tu as la discussion avec le client, tu échanges, etc. Et après, je veux En dire, fait, tu mets tout noir c'est sur blanc. vraiment le premier atelier. C'est un atelier de découverte, en fait. On passe 2 heures à vraiment comprendre le client, etc. Donc ça, c'est notre structure à nous de prise de notes. Et Ok. ensuite, à partir de là, on va co-construire avec le client. Donc à chaque étape, on va lui proposer quelque chose. Donc comme je disais, j'étais un peu vite, mais Overflow, sitemap, etc. Et à chaque étape, on va lui présenter, prendre ses Mhm. retours et surtout s'assurer qu'on part dans la bonne direction. D'accord. Est-ce que tu peux zoomer un peu sur ces trucs et pour prendre ton exemple, ça c'est le même exemple de la salle de sport ou Ouais, de que l'histoire, ça? ouais. Tu peux zoomer juste pour voir un peu, donner un ou deux exemples de qu'est-ce que vous posez comme question, qu'est-ce qu'il y Ouais, a bah dans le alors là, scope. c'est vraiment des prises de notes, hein, Ah encore une ouais, fois, c'est ok, vraiment des prises de notes en interne. Mais en fait, ce qui est d'accord, assez intéressant, donc ça, c'est nos notes. Et puis ensuite, on va faire une synthèse. Donc, on va essayer de, voilà, d'accord. de faire un peu un résumé de tout ce qu'on a compris. Est-ce que nous, comme en général, on est trois, est-ce qu'on a tous bien compris la même chose? Est-ce qu'on est bien alignés sur les besoins d'entreprise? Qui sont leurs positionnements? Qui sont leurs utilisateurs? On essaie de faire ressortir une problématique. On note s'il y a des red flags, des choses, des warnings, etc. Donc voilà. D'accord. Tu peux zoomer un peu sur cette synthèse? On peut la voir ou pas un peu en détail Ouais, ou... ouais, 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 complètement. Donc, je vois entreprise, donc SaaS innovant et premium pour studio de sport, bien-être, yoga, dadana. OK. Mmh. Positionnement premium. Je le lis, hein. Je découvre en même temps, comme ça. Les meilleurs, donc, positionnement premium, les meilleures fonctionnalités. Donc, tu vois, ouais, ça c'est important, premium. Alors, du Ouais, coup, il va falloir que ça se voit, non? Dans le site web, non? c'est ça, Évidemment. exactement. Exactement. En fait, tout ça, hein, après, ça va se transformer en site. Donc, Ouais. Les meilleures fonctionnalités pour les meilleurs studios égale les plus chers. Donc, c'est pas donné, quoi. C'est pas voilà. donné, mais c'est bien. D'accord. En vrai, je ne sais pas forcément si c'est les plus chers, mais c'est dans l'idée du positionnement, c'est vraiment des notes, hein. C'est nous Oui, oui, qui oui, bien sûr. Offre, ouais, ouais, ouais. Mise en place de plateformes de réservation de créneaux et gestion de studios et salles de sport, cool. Utilisateur studio premium et sportif B2B2C. C'est quoi? Bon, c'est pas juste pour comprendre ces utilisateurs-là, c'est de quoi il Par s'agit? exemple, en gros, les sportifs B2B2C, c'est des coachs qui vont bosser dans des salles de sport, qui, eux, vont Ah, pouvoir gérer ok. leurs adhérents pour que les adhérents puissent réserver leurs créneaux, etc. D'accord. Et studio premium, c'est quoi, studio premium? Bah, studio premium, ça va être un studio, par exemple, un studio de pilates, voilà, assez haut de gamme. D'accord, d'accord. En Tu fait, vois, c'est je ça. connais pas le monde. Le studio, nous, on avait, tu vois, en dessous, dans les red flags, on avait l'appellation studio. Moi, j'avais du mal à comprendre, mais en fait, c'est vraiment des clubs, quoi. Mais voilà, ils appellent ça studio. Et donc, on avait mis en red flag parce qu'on n'était pas sûr que tout le monde comprenne bien ce que c'était un studio. Parce que, alors, c'est assez intéressant. Est-ce que nous, on n'a pas la connaissance du vocabulaire parce qu'on n'est pas dans le domaine? Mais au final, est-ce que leurs clients, c'est pas la même chose? Ouais, Enfin, je sais pas si c'est clair, mais en gros, voilà, pour eux, c'est clair. ouais. Mais est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est un peu la question aussi, des fois, à se poser. Non, complètement, complètement. Parce qu'il y a des trucs qui sont, ouais. Enfin, ça, on apprend ça aussi quand on doit illicit requirements, non? Je sais pas, qu'on doit éclaircir les exigences ou les choses comme ça. Enfin, c'est d'essayer de comprendre il y a des choses qui sont, comment dire, qui sont données pour acquis parce que les gens, ils baignent dedans, etc. Donc, l'entreprise baigne dedans, mais Ouais. ça ne veut pas dire que c'est compris par l'utilisateur, etc. Donc, il faut arriver en effet, à comprendre ça, quoi. Mmh. Euh, je vois rapidement qu'il y a Y19BCN qui dit salut depuis Barcelone. Donc moi je suis à Barcelone aussi au passage. Je ne sais pas si je connais Y19BCN, c'est possible. Je ne sais pas si c'est Florent ou pas. Mais
Si vous êtes à Barcelone, n'hésitez pas à me pinguer, hein. Moi, je rencontre, ça fait grand plaisir que je rencontre du monde. Voilà. Donc voilà, parce que je suis bien sûr à Barcelone. Euh, voilà, les autres petites bulles, c'était quoi? Pardon, hein, je te ramène dessus encore, parce que Ouais, je pense que c'est intéressant cette méthodologie. Enfin, ouais, donc ouais, complètement. problématique insight. Devenir l'outil leader du marché. Ouais, ok, parfait. Donc on voit les objectifs là. L'outil leader du marché et attirer les studios les plus premium du monde. Ok. Et red flag, appellation studio, attention à rester simple dans l'approche. Premium ne veut pas dire compliqué, approche premium, etc. Cool, cool, super. Merci pour l'exemple. Avec plaisir. On va également à ce moment-là aussi leur demander qui sont leurs concurrents et on va derrière aller analyser un peu leur site, etc., comprendre ce qu'ils font. Il y a souvent des bonnes choses à aller chercher aussi chez les concurrents ou des choses à ne pas refaire, etc. C'est toujours intéressant de regarder en tout cas. Ouais, complètement, complètement. Comment tu fixes les objectifs est-ce qu'il y a des objectifs concrets quoi, qui sont fixés avec le client à ce moment-là? Pareil, je sais pas, ça peut être le nombre de visiteurs pour le site ou le nombre de personnes qui remplissent un formulaire, enfin ce genre de truc quoi. On peut. Après là, par exemple, l'objectif, c'était vraiment d'améliorer leur image de marque, donc de se rendre D'accord, plus premium. Donc c'est voilà. d'accord. Et comment tu le mesures? Tu es capable de mesurer ça? Ouais, alors, il y a plusieurs manières de mesurer, si les objectifs ont été atteints. Déjà, on a des KPI en interne, donc est-ce que le client est satisfait? Mhm. Est-ce que, Ok. la timeline a été respectée? Et est-ce qu'on Mhm. a eu beaucoup d'allers-retours? Parce qu'évidemment, s'il y a eu beaucoup d'allers-retours, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'on aurait pu mieux faire, mieux comprendre, aller dans la meilleure direction depuis le début et cetera. Donc c'est Mhm. aussi pour ça que notre process, il est bien rodé, c'est qu'on l'a amélioré au fur et à mesure pour essayer d'optimiser au max et voilà, d'être le plus pertinent possible. Après, on a également des outils de suivi des performances SEO, donc les Mhm. classiques Google Lighthouse, Google Analytics. Mhm. Et alors autre chose, Webflow vient de sortir Webflow Analyze, donc c'est un outil qui permet d'analyser chaque page, chaque section et chaque bouton, donc le nombre de clics et cetera. Donc c'est super intéressant. Nous, on aimerait bien le mettre en place. On est en train de le tester actuellement, ça vient de sortir, hein. Donc Ouais. on aimerait bien, pouvoir, ensuite proposer aux clients de rechallenger certaines sections, certaines pages, de leur site pour améliorer les performances. Donc voilà, si ça vous intéresse, on vient de sortir une vidéo sur la chaîne, YouTube de Digidop, sur le sujet, donc allez, Ouais. n'hésitez pas à voir pour mieux comprendre. Ouais, super intéressant. Moi, je connaissais une application, et là, je n'arrive plus à retrouver le nom, mais qui fait exactement ça. Tu sais, ce genre d'application, tu mets un petit script dans les pages, quoi. Tu vois, Ouais, et puis derrière, ça t'enregistre toutes les mmh, actions, etc., ouais, qui est super bien fait. Mais bon, je pense que c'est bien de l'avoir tout intégré avec Webflow, donc c'est ouais, ouais. intéressant de, Mmh. de savoir ça. Euh, est-ce que vous interrogez des fois les utilisateurs ou les utilisateurs finaux, quoi, pour avoir leur, je sais pas, pour avoir du feedback ou des choses comme ça? Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on fait, pour l'instant, mais le client peut le faire lui, et avoir Mhm. ses retours et nous les transmettre. Après, on peut lui proposer, de retravailler sur le projet, derrière. Mais nous, on le fait pas en interne, on n'a pas de recherche utilisateur à proprement parler. D'accord. Ok, cool. Donc ça, c'était la partie objectif, capture des besoins, on va dire capture. Là, là, avec ça, vous avez déjà capturé les besoins. Donc vous passez direct après au sitemap, non? Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. En fait, on a 3, bah, en gros, on a 3 ateliers un peu, qui sont, pour le besoin, mais ça, c'est vraiment le premier, ce qu'on l'appelle atelier découverte en général. C'est vraiment les questions, voilà, c'est vraiment les besoins de manière générale et ensuite le sitemap, enfin l'overflow d'abord avant le sitemap, va L'overflow. permettre Mhm. encore d'échanger autour des besoins du client puisqu'on va lui proposer quelque chose de concret et on aime bien discuter autour de quelque chose de concret, c'est toujours plus parlant. Mhm. Pourquoi telle page? Pourquoi pas telle page? Et cetera. Ça va soulever aussi des questions et en général, on se rend compte d'ailleurs que les clients, quand ils refont leur site, en fait, on se rend compte que même eux, parfois, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin et c'est aussi l'occasion de se reposer des grandes questions un peu sur leur entreprise, leur business. Donc c'est toujours Ok. intéressant. Génial, génial. Tu fais une différence entre l'overflow ou le sitemap ou c'est la même chose? Ouais, alors on fait une différence, puisqu'en fait l'overflow c'est ça, c'est que vous voyez à l'écran, donc c'est vraiment juste une arborescence avec, le nom de chaque page et comment elles sont Mhm. imbriquées entre elles. Alors que le sitemap, bon en fait on pourrait appeler ça aussi sitemap, hein, mais, en gros pour nous D'ac- le sitemap c'est quelque chose de plus détaillé, où on va avoir, D'accord. à l'intérieur de chaque page les différentes sections et donc, Mhm. également la structure de chaque page. Pour D'accord. rentrer dans le détail quoi. D'accord.
Rapidement, là, peut-être l'overflow, du coup, tu peux le zoomer un petit peu là pour voir ce que vous Ouais. aviez proposé. Ouais. Donc là, Alors, on tu a, avais ouais. solution, feature, type of studio, resource, pricing, login. Ok, affilié de programme, Canva, etc. Ok, ok, ok. Euh, ok, donc vous parlez là-dessus avec le client, vous avez des retours de nouveau, Ouais, et de là, en gros, vous avez validé un peu la structure, quoi, en fait, du site web, c'est ça. globalement. Ok. Et donc là, vous allez rentrer un peu plus dans le contenu, quoi, non? Si j'ai bien compris, dans Ouais, ce que tu appelles le exactement. sitemap qui est en dessous. Mhm. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, là aussi, le but, c'est de leur présenter le fonctionnement. Bah, alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais par exemple, les pages dynamiques. Donc, on peut prendre l'exemple de Type of Studio. Donc, en fait, ils vont avoir un certain nombre de sports qui vont présenter sur leur site. Et en fait, on va Mhm. utiliser une page dynamique pour ça. Donc, c'est une page template, en fait, qui va tout le temps être la même, avec la même structure. Et du coup, eux, derrière, une fois qu'ils auront leur site clé en main, ils pourront ajouter un nouveau sport et donc une nouvelle page à leur site tout seul, quoi. Ouais, alors ça, en effet, c'est quelque chose qui est très intéressant d'ailleurs dans le design même du site, là. Comment ça impacte votre design, ça? Enfin, parce que j'imagine que un des arguments, bon, c'est aussi un argument de WordPress hein, ou d'autres, hein, mais c'est l'aspect, bon voilà, le site il peut évoluer, vous pouvez mettre du nouveau contenu euh, de façon indépendante. Donc j'imagine que ça c'est quand même génial. Ouais. Et donc comment ça, je sais pas, est-ce que tu designes le site d'une certaine façon pour permettre ce type de fonctionnalité? Comment ça marche? Ouais, c'est ça. Bah, alors, je pourrais vous montrer après, on va peut-être faire un peu étape par étape, mais quand on Ouais. sera sur vraiment la dernière étape de maquettage, enfin, c'est pas la dernière étape, mais c'est l'étape de maquettage tout simplement. Le but, c'est de vraiment penser la page en se disant: «OK, elle va être dupliquée pour plein de sports, donc il faut qu'elle soit templatisée, qu'elle soit assez simple aussi à gérer, à remplir pour le client». Donc ouais, on prend tout ça en compte, dès le début. Mhm. D'accord. T'as un exemple comme ça de page que tu pourrais montrer ou pas, qui est un Ouais, peu ouais, templétisée, comme tu dis ouais, bien sûr. Bah, alors donc du coup, une fois que le sitemap est validé, on passe sur Figma. Hop, uh-huh. hop. Donc je peux vous montrer directement une page, par exemple, voilà, ça sera plus simple. Par exemple, une page feature, donc là, ils peuvent ajouter différentes features. Donc ici, dans la navbar, il y a un drop-down qui va s'ouvrir et donc peu importe la page qu'ils vont cliquer, sur laquelle ils vont cliquer, pardon, ils vont atterrir sur le même template. Donc ensuite, le client, il peut changer l'image, le titre et cetera, mais ça reste toujours la même structure. Donc voilà, par exemple, ici, on a un système un peu de bento. Donc selon le nombre de fonctionnalités qu'ils mettent, ça va s'adapter automatiquement. Il faut qu'ils ajoutent leur visuel, leur contenu et en fait, ils peuvent le gérer vraiment eux-mêmes, quoi. D'accord. Ils le gèrent directement à partir de Webflow, dans le C'est CMS de Webflow, ouais. Webflow? Donc après, c'est, toute l'étape de formation dont je parlais tout à l'heure. Donc le développeur va former le client et notamment les équipes marketing à mettre à jour, le CMS. Donc c'est là-dedans qu'ils vont vraiment gérer tout leur contenu. Par exemple, les Mhm. avis clients, voilà, ils peuvent dire: «OK, là, je veux des avis clients qui soient spécifiques à cette, fonctionnalité». Et bah, dans ce cas, ils vont pouvoir le faire, ils vont créer des collections dans le CMS et cetera et donc ça va s'afficher, comme ils le souhaitent. Donc ils sont vraiment autonomes, quoi. D'accord, d'accord. C'est quoi une feature là dans ce monde, le monde du sport là? C'est quoi que vous appelez feature? Bah, alors, par exemple, là, on a, marketing stratégie, alors je j'ai plus la liste là sous la main, Ouais. mais en gros, features, ouais, je sais plus exactement, Hmm. mais eux, en fait, ils peuvent ajouter de nouvelles features. En fait, dans leur outil, ils ont un outil, donc c'est ça que j'ai oublié de présenter. En gros, Bisport, ça ressemble globalement à ça. Donc là, j'aurais fait, par exemple, un dashboard. Donc voilà, par exemple, Mhm. les features, ça va être, le calendrier, dans lequel ils vont Ah, pouvoir entrer leur créneau, donc vous êtes un studio de sport, de yoga, on va dire. Vous pouvez dire: «OK, hmm. alors il y a 3 cours de yoga différents dans la semaine à telle heure» et cetera. Donc ça, c'est une feature, ils vont pouvoir, la remplir et cetera et les adhérents du studio vont pouvoir se connecter via une application faite par Bisport du coup, et réserver leur créneau. Hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, j'avais pas calculé cette application. Mais c'est vrai que j'avais pas présenté en fait, concrètement, comment ça se présentait donc Ouais. Donc voilà, donc les studios et tout ça, ils ont cette application. Donc ça, c'est plus une application business ou métier, quoi, ouais. qui leur Voilà, permet alors de. ça par exemple, moi en fait, j'ai redesigné leur application actuelle et j'ai recréé ce dashboard-là sur Figma pour le présenter dans le site. Donc ça permet aussi de donner envie à l'utilisateur
d'utiliser l'application. Et Ah, d'accord. c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, je trouve, de le montrer, tu vois? Par exemple, là, dès la home page, on montre, Mhm. l'intérieur de l'application, quoi, puisque concrètement, c'est ça Bah qui va ouais. studio, comment ça se présente, à quoi ça ressemble. Donc on le montre directement en arrivant sur le site. Et du coup, tu as, aussi redesigné l'application métier, là, Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu as fait les deux, là. Vous avez fait le site web vitrine et l'application, et le redesign de l'application métier, quoi. C'est ça. Alors, donc du coup, là, j'ai juste fait le dashboard, pour l'instant, donc le dashboard d'accueil. Eux, derrière, on leur a créé donc le design system. Donc après, ils ont des designers en interne qui vont pouvoir reprendre ça. En fait, moi, c'est plus une direction que je leur ai donnée en créant ça. D'accord. Ah, Eux, derrière, c'est à eux de le refaire en interne sur leur app, sur chaque page, et cetera. d'accord. D'accord. Cool, cool. Et, allez, on repasse à peut-être la sitemap, là. On a parlé de Ouais, Relum rapidement. Donc, ouais, et voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Relum, sur ce que ça ouais. génère ici Bah, et le copywriting? Comment ça impacte peut-être le copywriting? alors Relum, nous, on va l'utiliser vraiment, pas pour le copywriting, mais vraiment pour l'étape sitemap et wireframe. Si vous voulez, je peux vous montrer un peu comment ça marche, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc j'avais mis de côté un petit prompt. Ouais, Donc là, on sort de l'exemple Bisport, c'est vraiment juste pour montrer l'outil Relum, comment ça fonctionne. Mais en gros, on va pouvoir retrouver quelque chose comme ça, un sitemap généré automatiquement par IA. ouais. Moi, Donc, j'ai utilisé aussi Relum ouais, et pour avoir des idées. Et j'avoue, ouais, c'est quand même impressionnant, quoi. Mm. donc voilà, on arrive sur une interface comme ça. Donc là, j'ai mis un prompt. Donc le mieux, c'est d'utiliser en anglais, hein. Donc là, par exemple, c'est pour une boulangerie. Donc on peut mettre, voilà, je sais pas, 10-15 pages, on va mettre en français. Hop. Donc le but, nous, c'est de travailler le prompt pour que ça corresponde vraiment à ce qu'on a vu juste avant, hein. Là, c'est vraiment quelque chose Mm. de bateau. Et voilà, le sitemap va se générer automatiquement. Hop. Donc là, on a juste la page d'accueil et si on est OK, on peut ensuite aller dire: «OK, génère la page contact, génère ça, et cetera». Donc ensuite, nous, on va venir zoomer à l'intérieur. On peut, réorganiser les sections, on peut les changer également, on peut en ajouter. Enfin voilà, on a tout un tas de fonctionnalités pour, modifier ce sitemap. Mhm. Et une fois que ça, donc du coup, c'est validé entièrement, par le client, donc là, on peut générer, des choses assez bateau, juste pour l'exemple. Mais ça donne plein d'idées, hein, quand même, hein. Toutes ces Voilà. petites sections là qu'on voit qui s'affichent, au final, ça donne beaucoup d'idées quand même, hein. C'est ça, en fait, ça évite de partir d'une page blanche, ça nous fait gagner quand même Mhm. un temps, pas négligeable. Et donc ensuite, une fois que ça, c'est validé, on peut cliquer ici sur Wireframe et il va nous générer automatiquement tout le wireframe. Donc c'est quand même, assez ouf. Ouais, ouais, ouais. C'est combien l'abonnement déjà? Par contre, il faut payer, hein, c'est nouveau. Bon, Ouais, je sais même une plus. agence, ça vaut le coup, je pense, mais c'est Je sais plus, je sais pas le franchement. prix. Allez voir sur Elum, la page pricing. Ouais, J'ai quelques petites questions là. ouais, Donc, il y avait une question sur est-ce qu'on fait, tiens, on peut même l'afficher. Ah, hop, vous faites des maquettes cliquables ou pas tout le temps? Donc, je pense que c'est une question par rapport à Figma, ouais. j'imagine. Par rapport au Euh, est-ce- prototype, alors, non, enfin, cliquable, oui et non. Si on veut montrer certaines interactions, bah, je peux vous montrer par exemple l'exemple de Bisport. Nous, on fait, voilà, on peut préparer quelques hover de boutons comme ça. On partage pas forcément ça aux clients, c'est plus pour, quand on va leur présenter, en call client, ce sera plus interactif, plus sympa. Mais les clients, eux, ils ont accès à la maquette, on va dire classique, quoi. Ils regardent pas trop le prototype. Et voilà, hmm, un exemple de quelque chose qu'on a designé, voilà, c'est le gros CTA de bas de page, là, vraiment, on peut pas le rater. Il avait fait une petite animation il avait fait une petite animation comme ça, assez sympa, c'est cool. voilà. Ouais. Donc typiquement, si on veut montrer une interaction ou quelque chose de précis comme ça, en fait, ça va être plus utile pour le développeur. Le développeur, il vient, il dit: «OK», il voit comment ça fonctionne. On peut lui donner comment dire? Les statistiques, enfin, pas les statistiques, l'animation, quoi. CSS? Ouais, des Ouais, voilà, CSS ou... il peut recréer l'animation à partir de ce qu'il voit sur Figma directement. Voilà, par exemple, D'accord. typiquement là sur ressources, on voit qu'il y a un curseur avec, See the use case, donc en fait, on comprend que quand on aura la souris, voilà, on aura le bouton qui va nous suivre. En fait, le but, c'est de faire comprendre aux développeurs et aux clients. Après, on n'est pas obligé de tout prototyper exactement, voilà. Ouais. Ouais. Et ce qui m'amène d'ailleurs à une question que j'avais finalement. Parfois,
parce que Figma, ça prend du temps, évidemment, de faire tout ça sur Figma. Ouais. Est-ce que il y en a peut-être sur des projets qui se passent de Figma parce que c'est relativement simple. Alors, on parle de Waveflow, on peut parler de son concurrent Framer. Moi, j'aime bien aussi utiliser Mm. Framer. Euh, et des fois, on se pose la question, quoi. Est-ce que l'étape Figma est nécessaire? Bah, pour moi, oui, c'est plus que nécessaire, c'est indispensable. Déjà, parce que le client, il va pouvoir venir sur la maquette, il peut mettre des commentaires, hein, donc ça, c'est quand même assez intéressant. En fait, le but de Figma, c'est que vraiment, c'est un lieu de réflexion. C'est là où on va concevoir tout le site. Et le but, c'est que derrière, le développeur, il arrive sur Figma, il récupère la maquette et il développe tel quel. Il n'a pas de questions à se poser. Le design, il est déjà validé à 100%, le wording, tout. Donc le développeur, il a juste à développer, quoi. Il a pas besoin de faire des retouches, de prendre encore des retours clients derrière, etc. Voilà, D'accord, dans les faits, il peut d'accord. y avoir des modifications minimes derrière, forcément, aux dernières minutes, etc. Mais le but, c'est que vraiment tout soit validé sur Figma avant de passer sur Webflow. D'accord. Et ça, t'es pas capable de le faire. Enfin, non, parce que du coup, on passe. T'es pas capable de le faire directement sur Webflow, par exemple, ce qu'on voit là. Et puis, j'imagine que sur Webflow, les clients peuvent donner des commentaires aussi ou des choses comme ça, non? Bah, tu peux, mais typiquement, enfin, en fait, Figma, c'est là où on pense, alors que Webflow, c'est là où on va vraiment construire. D'accord, Les d'accord, les d'accord. outils sont faits pour ça. Après, factuellement, on peut en vrai, faire sur Webflow, mais enfin voilà, c'est pas fait pour ça et surtout, c'est pas le job du développeur. Ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord. Euh, alors, j'ai quelques questions là. Y19 Barcelone, BCN. Comment présentez-vous le sitemap? Attends, je vais afficher ça. Hop, comment présentez-vous le sitemap au client sur l'appli PDF? Comment vous présentez ça aux clients? Ils viennent directement sur Figma? Bah, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on leur présente, en partage d'écran, on fait une visio avec eux, de manière, classique. On va venir zoomer dans le sitemap pour leur présenter chaque page une par une, échanger avec eux, voir si ça leur va, faire des modifications, voilà. Après, eux, Mhm. ils ont accès également, donc sur Figma, on leur remet ici. Donc ils peuvent venir mettre des commentaires. S'ils ont d'autres retours, après le call, par exemple, en général, il y a une semaine avant, le call d'après. Donc ils peuvent revenir sur le Figma, mettre des retours qu'ils ont derrière, le partager en interne, etc. Après, on fait à la demande du client. S'ils le veulent absolument en PDF pour le partager dans leurs équipes en interne, on peut leur envoyer sans problème. Mais Hmm. sinon, non, juste sur Figma. Ouais. D'accord. Une petite question. Tu sais, on voit les pages là, et il y a pas mal de sections. Oui, Et moi, je vois dans des, ou même dans des sites internet, je vois souvent les gens quand ils cherchent à vendre ou à persuader. Tu sais, en effet, il y a énormément de contenu, quoi. Tu vois, il y a des mmh, proof mmh, social, et puis les ouais, avantages, et puis je sais plus quoi, et puis et à la fin du truc, tu vois. ouais. Et c'est bien fait, hein. C'est bien fait parce qu'en fait, à la fin du truc, tu dis ouais, je le veux, quoi, le truc. Quoi. Ils arrivent à te convaincre. Alors, je sais pas, est-ce que tu as une opinion sur le sujet? Est-ce que ça vaut le coup de mettre beaucoup de contenu, une longue page avec beaucoup de choses, euh, ou pas? Ou est-ce qu'il faut rester simple? Tu vas me dire, ça va dépendre peut-être, mais qu'est-ce que tu en penses? Forcément, ça dépend. Après, moi, je suis plus, d'un avis, de manière globale à rester simple. Après, il faut quand même décrire, il faut quand même avoir un peu de texte, un peu de contenu. Mais vraiment, franchement, ça dépend, hein. Ça dépend, tout ce que je peux te dire, c'est que le wording, pour moi et le copywriting, c'est vraiment le truc le plus important, du site. En termes d'UX et cetera, c'est avec ça qu'on va faire passer un message. On peut avoir un site beau, si, le wording et le copywriting est mal pensé, mal écrit, mal fait, ça va pas fonctionner. On peut avoir un site Hmm. qui est moche, mais s'il y a un super wording, en fait, bah, ça peut parfois suffire. Après voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais globalement, c'est vraiment le truc numéro un pour moi, le copywriting. Donc il faut que ce soit bien Ok. pensé, il faut pas qu'il y ait trop de texte, mais il faut qu'il y ait le bon texte au bon moment, au bon endroit et après le côté visuel va quand même forcément beaucoup jouer, pour montrer des choses. Mais c'est vraiment un mix des 2. Mais ouais, je dirais, globalement pour répondre à ta question, de plutôt, faire simple. Ouais. Alors, et puisque tu parles de copywriting, comment on fait pour faire un bon copywriting? Un bon copyright alors pour faire un bon copywriting, on fait appel à un professionnel, on fait appel à un copywriter qui voilà, pour qui c'est le métier. C'est souvent, ce que je peux, voilà, un peu reprocher aux clients, c'est enfin pas reprocher, mais c'est qu'ils veulent faire leur copywriting eux-mêmes, alors que parfois, c'est peut-être un budget en plus, mais c'est vraiment important de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît et qui sait vraiment écrire pour vendre.
Parce que même quand on connaît son produit, et cetera, on ne sait pas forcément bien le présenter avec les bons mots et parfois c'est dommage, en fait. Donc voilà. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord. Je pense que le copywriting, c'est un métier, quoi. C'est comme tout, ça s'apprend. Et donc, ouais, ça vaut le coup de faire appel à un copywriter. Quand vous faites ça, vous avez déjà en interne des copywriters en interne ou vous faites appel à des boîtes ou des Non, freelances externes on a quelques freelances, à qui on peut faire appel. Mhm. Après, souvent, c'est quand même le client qui fait le copywriting, eux-mêmes, qui font eux-mêmes. Nous, on les aide également quand même, avec ChatGPT, puisque c'est vrai que ChatGPT, ça peut quand même aider à trouver des titres Ouais. pertinents, percutants, et Mhm. cetera. Le but, c'est pas de laisser du ChatGPT, sur le site, mais c'est plutôt d'aider le client à avoir la bonne idée, du bon titre, et cetera. Mhm. Voilà, donc c'est vrai que ça les aide pas mal. Si je peux montrer un peu en termes de process, sur le Notion, en fait, le client, ils ont, la partie copywriting ici, ils peuvent cliquer et sur la page, ils ont un tableau, donc dans lequel ils vont retrouver toutes leurs pages. Mhm. Ensuite, à l'intérieur de ça, on va leur remettre donc le sitemap, qui a été validé au préalable et ensuite ils vont pouvoir, remplir cette page Notion avec leur copywriting. Donc ça, après, peu importe, voilà, qu'ils fassent appel à un copywriter, qu'ils le fassent en interne, peu importe. En tout cas, la page ici, elle doit être remplie. Une fois qu'ils ont tout validé, ils cliquent donc, sur un bouton, pour valider la page. Nous, ici, une fois que c'est coché, on va l'intégrer sur la maquette. D'accord. D'accord. Et c'est génial ce que tu montres, hein. Bravo. Bravo à Digidop, c'est bien foutu. D'ailleurs, il y avait des questions, je voyais, il y avait un peu de discussion autour de Notion. Ouais. Et la guerre aura-t-elle lieu avec Coda? Aujourd'hui, il y a aussi, il y a Donc là, aussi d'ailleurs, toute la journée, il y a des, comment dire, il y a des Twitch, hein, donc je vous encourage, ouais. après celui-là, à continuer, parce que je crois que derrière, il y a un Twitch Coda, voilà, donc il y en a d'autres. Mais voilà, donc moi, j'encourage, honnêtement, Coda, enfin, c'est très bien. Moi, je l'ai utilisé un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Honnêtement, je ne suis pas suffisamment non plus super expert en Coda pour vraiment. Je pense qu'il y a pas mal de trucs sympas sur Coda, mais simplement pour dire qu'avec Notion, par contre, si, Capamoon, notre agence, on est aussi expert en Notion. Enfin, donc, on peut faire énormément de choses. Donc, par exemple, ce qu'on voit là, ce que tu montres là, voilà, vous gérez complètement vos Mmh. projets dans Notion, avec le client qui va dans Notion, avec des bases de données. Voilà, donc on peut faire énormément. Donc, je crois que c'était Y19BCN. Donc, voilà. Je pense que Notion, c'est un bon choix. Ils mettent pas mal d'outils. Je sais pas si je devrais faire la promo comme ça de Notion, mais bon, moi, c'est un outil que j'aime beaucoup, en tout cas. Ouais, Je moi gère aussi. beaucoup de choses sur Notion. Le seul truc, c'est que, tiens, une question par rapport à Notion, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on fait de temps en temps pour des clients, hein, c'est pareil, c'est des templates de gestion de projet comme ça. Le problème, c'est que si tu as plusieurs clients, c'est un problème de sécurité, quoi. Parce que tu veux peut-être avoir une seule base de données pour tes projets, une seule base pour toutes tes tâches. Mais voilà, il y a certains projets qui sont pour certains clients et d'autres, enfin, toi, c'est pas tous les projets, mais tu vas avoir une base de données uniquement. Enfin, donc, je pense que dans votre cas, là, si je comprends bien, parce que les clients viennent vous se connecter à Notion, j'imagine que vous, en fait, vous séparez, vous avez des bases de données distinctes pour chaque client. Est-ce que tu sais ça ou Ouais. pas? Je ne sais pas Oui, si. oui, bah, en fait, donc ce que je disais tout à l'heure, le hub là, on va avoir ça Ouais. pour chaque client. Donc chaque client va avoir son propre Voilà, ce hub. propre hub avec sa propre base de données, etc. Voilà, Donc, si demain vous ajoutez une nouvelle fonctionnalité, bon, c'est pas grave parce que de toute façon, les projets passés sont les projets passés, vous n'avez pas besoin de faire évoluer. Euh, mais vous allez faire évoluer, j'imagine, votre template. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, on a un template de base, qu'on duplique pour les nouveaux projets, donc s'il y Ouais, a des changements, ce sera que pour les nouveaux projets, quoi. ouais. Alors, je regarde un petit peu les questions, histoire d'en prendre, parce on n'est plus très loin de la fin et il va falloir arrêter à l'heure juste. Euh, donc, il y a une question de FX Bodotech. Alors, je l'affiche. Impressionnant Relume, l'intégration est simplifiée, en plus avec Webflow, non? Alors, oui, alors je suis pas un expert sur le sujet, mais alors ils ont une librairie Webflow, donc on peut récupérer les composants, mais en réalité, dans les faits, on n'utilise pas ça. Par Hmm. contre, en gros, comment on fonctionne? Une fois qu'on a le wireframe comme je l'ai montré, on peut l'importer sur Figma et ensuite nous depuis ça, on va créer la maquette. Donc on n'utilise pas réellement la librairie, Relume sur Webflow, à moins que je me Ouais. trompe, hein, les développeurs, mais voilà, Hmm. heu, le wireframe, c'est vraiment
un endroit, c'est vraiment utile pour réfléchir à la structure du site. Et ensuite, nous, à l'étape du UI, on va complètement modifier, on va pas reprendre les composants Relum. D'accord, Je d'accord. sais pas si ça Donc répond à la votre question. process, c'est Relum. Après, ça va dans Figma et de Figma, ça va dans Webflow, quoi. Ouais, en gros. Ouais. Ok. Bon, en gros. Donc ça. J'ai une question là, mais je sais pas trop. Je suppose qu'il y a des limitations de Webflow qui ne peuvent pas apparaître dans Figma. Le développeur doit pouvoir donner un retour aussi, non? J'imagine que la question, c'est que tout n'est pas possible dans Webflow, Mm. donc il faut prendre ça en compte Ouais. dans Figma, non? Ouais, exactement. Alors ça, donc nous, en tant que designer, voilà, au fil des projets, on sait ce qui est possible, comment designer pour Webflow. Mais sinon, c'est aussi l'intérêt d'avoir le développeur qui est présent dès le début du projet sur les premières étapes, puisqu'on peut directement lui poser toutes les questions techniques, voir ce qui est faisable, ce qui est pas faisable, et cetera. Et voilà, le développeur, tout au long du projet, il peut venir sur la maquette, donner des retours, on peut lui poser des questions. On échange vraiment, on construit ensemble. Hmm. Donc si on a la moindre Ok. question, on a le développeur qui est dispo pour répondre, et cetera. Voilà. En fait, c'est D'accord. vraiment un travail en duo designer-développeur, quoi. D'accord. Une question de Xavier. J'ai l'impression qu'à moins. Alors, je vais aussi l'afficher. Voilà, j'ai l'impression qu'à moins d'être sur de gros projets avec pas d'itération et beaucoup de choses, avec des équipes parfaitement séparées, on fait juste deux fois le boulot. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est bah non, c'est un boulot différent qu'on fait sur Figma et un boulot différent qu'on fait en Ouais, développement sur Webflow. Non. ouais, complètement. Voilà. Xavier n'est pas d'accord, il n'y a pas de guerre Coda, Notion. Ok. Je suis pour la paix aussi, Xavier, pas de souci. N'hésitez pas, tu peux exporter sur Figma, Webflow, mais c'est très basique. Ouais, bon, donc là, on nous dit que l'export, tu peux exporter sur Figma ou Webflow depuis Relum, j'imagine, Ouais. mais c'est très basique. Donc, Relum, Figma, c'est basique. Il y a du boulot derrière ou comment ça se passe? Non, ça marche très bien. En fait, ça copie-colle Hmm. simplement le Relum, hein. C'est-à-dire qu'on peut ça, voilà. Donc là, en fait, il y a un plugin sur Figma. On va se connecter avec notre compte Relum et on va récupérer ça. Récupérer vraiment ça. Et Mhm. ensuite, nous, sur Figma, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir modifier également. Alors, ça bug un peu. Mais en gros, on va pouvoir modifier l'intérieur de chaque wireframe, échanger avec le client, potentiellement intégrer aussi le copywriting à ce wireframe. Donc Mhm. voilà, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a la main pour tout modifier derrière sur Figma, quoi. D'accord. Mais alors, une fois que tu as exporté de Relum à Figma, j'imagine que tu peux plus trop revenir sur Relum, non? Parce que ça va pas se synchroniser ou des choses comme Ouais, ça. ouais, ouais. Non, non, Après, vous ensuite, bossez sur on Figma, reste quoi. sur Figma. Ouais. Ok, allez, il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu as quelques conseils à donner pour bien réussir ces sites web, marketing quels sont tes conseils? Ouais, bah, alors, déjà, je dirais ne pas tout faire tout seul. Comme on disait, tout faire sur Webflow, pour moi, c'est pas la bonne idée puisque, c'est Mhm. possible dans les faits, mais ça demande de l'expérience. Donc, déjà, apprenez soit le développement Webflow, soit le product design, et n'essayez pas de tout faire d'un coup. Apprenez chaque compétence une par une, avant de vous lancer dans des grands projets, voilà. C'est vraiment des métiers différents, donc, ceux qui font tout, tout seuls, il y en a, hein, mais, ils ont quand même pas mal d'expérience en général. D'accord. Est-ce que tu as je sais pas, tu voulais peut-être nous montrer des écrans ou des choses ou des trucs du X, du Y ou des choses comme ça en particulier ou pas? Là, comme ça, pas forcément. Bah, vous avez montré un petit peu le site de Bisport, qui est un bon exemple, hein. On a des petits exemples du X, et du Y assez intéressants. Par exemple, ici, on a, voilà, ils avaient une très bonne note sur Capterra. On l'a mis Hmm. directement dès le début, donc c'est assez intéressant en termes du X, Ouais, ça c'est bien. des éléments de Mhm. référence comme ça. Hem, voilà, après, je sais pas, qu'est-ce que je peux montrer comme exemple? On a des avis clients comme ça, qui sont assez intéressants, je trouve, puisqu'on a une vidéo plus le texte. Donc, c'est vraiment pertinent, percutant. On se dit, OK, là, il y a une vidéo, il y a le client qui parle, on voit sa tête, il y a un vrai humain derrière, et en plus, il donne un bon avis. Donc, ça, c'est des sections qui sont assez Mhm. intéressantes, je trouve, en termes du X. Voilà. Après, si je peux donner des petits tips un peu, essayez d'éviter les interactions trop compliquées, type les sliders, par exemple. Puisque dans les faits, les sliders sont pas utilisés en réalité. Donc c'est un truc, Mhm. voilà, on en voit pas mal des sliders, mais en fait, il faut pas que ce soit pour des infos trop importantes.
Il ne faut pas que ce soit vos services ou voilà, quelque chose de très important. Si c'est juste des images ou des avis clients ou des choses qui ne vont pas influencer la manière dont on comprend le message, vous pouvez, mais sinon, voilà, évitez les interactions trop compliquées. Mhm. Autre tips, n'essayez pas de tout mettre dans la navbar, de mettre tous les liens de toutes les pages du site dans la navbar. Mettez que ce qui est utile. C'est souvent une erreur aussi qu'on voit. Voilà, donc essayez de simplifier votre navbar et s'il y a des choses qui sont moins importantes, vous pouvez les mettre juste dans le footer, par exemple. Mhm. Mhm. Est-ce que il y a de plus en plus, enfin c'est un peu à la mode maintenant de faire des animations, beaucoup d'animations, que ce soit avec Webflow, Framer, des outils qui permettent de faire des animations sympas, du type on scroll et il y a des animations. Je sais pas. Est-ce que c'est too much ou qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça dépend vraiment de l'objectif du site. Voilà, si le site c'est pour présenter je sais pas moi, un objet, un super bel objet qu'on va recréer en 3D, où il y aura une belle animation, bah, c'est parfait, c'est très bien. Sur un site comme Bisport, voilà, on va montrer, si par exemple animation, ce dashboard-là, on l'a animé. Donc, Mhm. je peux vous montrer, hein, le site, c'est vrai que ça ajoute un peu de vie. Bisport, hop, hop. Voilà, ce genre d'animation, ça on l'a fait également. Ça ajoute un peu de vie, c'est sympa. Mhm. Mhm. Donc voilà, ça dépend vraiment des objectifs du site. Le but, c'est que l'animation n'interfère pas avec l'UX du site, quoi. Donc si Mhm. c'est Mhm. bien fait, il y a pas de souci, en tout cas. D'accord. Bon, et les sites, je vois, ils sont assez classiques, non, de facture ou de présentation. Est-ce que des fois on dit qu'on reconnaît des sites Webflow ou des sites Framer ou je sais pas quoi, parce que c'est un peu toujours les mêmes templates ou des choses comme ça. Mais bon, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors c'est vrai que les sites se ressemblent vachement, globalement. Après, justement, c'est aussi le but de faire appel à une agence, c'est d'avoir un site qui sort un peu du lot, qui est assez unique et après, voilà, le but, c'est de correspondre vraiment ça fait je sais pas combien de fois que je dis la même chose, mais aux enjeux du projet. Puisqu'en fait, Ouais, bien sûr. si on a, un service qui est, complètement classique, ça sert à rien de faire un site super créatif, il Mhm. faut être pertinent. D'accord. Super, donc c'est bon, on arrive à la fin. Rapidement, les petits commentaires pour ceux qui n'ont pas vu la chaîne YouTube de Digidop. Donc voilà, le lien. Merci FX Bodotech pour l'information. Donc, toc, 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 je regarde vite fait les commentaires. Donc la formation Figma de Thomas Digitop est incroyable. Voilà, donc une bonne formation Figma aussi à prendre du côté de Digidop. Euh, votre On a une process. formation Ah, sur, Workflow également. Sur la chaîne YouTube de DigiDoc, on a ah une ouais, formation Workflow aussi. gratuite. Ok. Donc Xavier qui nous dit votre processus pour les applications métiers, c'est le même que pour les sites. Moi, j'ai cru comprendre que vous faites pas beaucoup non plus d'applications métiers, c'est pas votre Non, spécialité. on n'en fait pas en fait. Là, on l'a fait vraiment, ce dashboard, sur Bisport, c'est vraiment pour illustrer sur le site. C'est-à-dire en fait, ça, c'est présent que ici. On n'a pas fait vraiment l'application métier de A à Z. Peut-être on en fera plus dans le futur, mais voilà, pour l'instant, c'est pas notre, spécialité. D'accord. Et Mathieu qui dit et éviter, alors pareil, je vais l'afficher, éviter trop d'effets visuels, parallaxe à gogo. Il y a tellement de sites Webflow qui donnent la nausée. C'est vrai, hein, moi aussi, au Ouais. bout d'un moment, j'ai mal au cœur, hein. Euh, à force de mettre trop d'effets, alors même qu'ils sont beaux. Voilà, donc bon, oui, rester fonctionnel. Le but, c'est pas de faire trop d'effets, trop de machins, Mmh mh. etc. Il faut être efficace, hein, même sur un site vitrine, et surtout essayer de répondre aux objectifs de vos clients. Voilà, ça sera donc le mot de la fin. Donc merci beaucoup, Quentin, merci pour ces informations. J'espère que tout ça, ça a été utile. Voilà, donc prochain punk, c'est une fois par mois, prochain punk en décembre. Je crois que c'est le 13, le deuxième vendredi du mois. Donc venez, ça en parlera plus d'outils no-code. Et voilà, donc Punk pour aujourd'hui c'est fini. Il y a d'autres Twitch à suivre. Donc continuez. Merci Quentin, merci Digidop. Merci Julien pour l'invitation, merci au chat pour les questions et à bientôt. Ciao, ciao.